Mais dans tous les cas, vous avez compris que l'essentiel et qui transparaît dans le texte de Henri Bergson va porter sur les questions du rapport de l'art à la nature. Et parlant des rapports entre l'art et la nature, vous avez déjà une idée précise de la nature de leurs relations dans l'examen des différents courants littéraires, dans les classes précédentes déjà. Les courants revendiquant peut-être des conceptions différentes dans les rapports entre l'art et la réalité. Si on restait simplement en littérature, nous avons fait tout à l'heure allusion aux Parnassiens. Chez eux, quel rapport l'art doit-il entretenir avec la nature? La réponse des Parnassiens est très claire. L'art en tant que tel, la nature n'est pas un guide et un modèle pour l'artiste. Parce que pour les Parnassiens, la seule finalité fidèle à l'art et qui ne trahirait pas son essence, c'est que pour eux, l'art doit être un terrain de négation du réel, parce que l'artiste, conçoit-il, doit nous emporter sur les ailes de son imagination pour nous faire entrevoir un monde autre que celui dans lequel nous vivons. Rappelez-vous déjà Baudelaire. L'invitation au voyage. Mon frère, ma soeur, allons là-bas, vers ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Et lorsque l'auteur des Fleurs maladives disait, mon frère, ma soeur, allons là-bas, vers ce pays où tout est calme, ordre, luxe, beauté et volupté, c'est une manière de nous plonger dans un monde en tout cas autre que celui dans lequel nous vivons. Et ce monde autre-là, c'est le monde que l'artiste porte dans sa tête, c'est le monde que l'artiste porte dans son cœur, c'est le monde de ses rêves, le monde de ses souhaits, le monde de ses désirs, plutôt que le monde réel dans lequel nous vivons. Chez Baudelaire, vous vous souvenez que ce monde dans lequel nous vivons ne fait que éprouver au point à l'artiste de la nausée. Rappelez-vous le poème de l'Albatros. Vaste oiseau des mers que ces ailes de géants empêchent de voler. Capturé parmi les membres de l'équipage, il dit, il éprouve de la nausée et de l'ennui. Pourquoi? Parce que, dit Baudelaire, l'Albatros est le prince des nuées. L'Albatros figure de manière symbolique simplement le poète lui-même. Quand il est en bas, il éprouve le spleen, il éprouve la nausée, il n'est à l'aise que dans sa demeure véritable, ce qui fait dire à Baudelaire que c'est le prince des nuées. Bref, dans cette première conception, on est en train de montrer, comme je vous l'ai dit, que cette nature-là doit être contredite. L'artiste doit la transgresser, l'artiste doit la soumettre au caprice et à la fantaisie de son imagination. Donc je vous ai dit que dans cette première perspective-là, l'art ne doit pas être une reproduction habile de ce qui existe déjà. Hegel, dont nous avons parlé tout à l'heure, il dit de toute façon, vouloir reproduire la nature, je le cite, est une occupation oiseuse et superflue. Pourquoi? Hegel ajoute, mais que besoin avons-nous de reproduire sur des tableaux des scènes ou des paysages que nous pouvons rencontrer dans notre environnement de tous les jours? Et Hegel dit, lorsque l'art cherche simplement à reproduire la nature, il dit, c'est comme un ver, V-E-R, un ver de terre faisant des efforts pour égaler un éléphant. Et lorsque Hegel dit vouloir reproduire fidèlement la nature, c'est comme un ver de terre faisant des efforts pour égaler un éléphant, c'est une manière de dire que de toute manière, le résultat de l'imitation sera toujours inférieur à ce qui existe déjà dans la nature. Et conclusion, il dit, c'est une activité oiseuse et superflue. Hegel termine en disant, je le cite, l'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Je vous demande de retenir ce que dit Hegel, cher candidat, je répète. Pour réfuter la thèse de l'art comme imitation, il dit, l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Et d'ajouter, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Et donc, dans cette perspective-là,
L'artiste, il est semblable à Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'artiste est une sorte de démiurge dans la perspective de Hegel et des Parnassiens. Ça veut dire qu'il doit rivaliser avec Dieu dans l'activité de création. Il se dit, ce monde dans lequel je vis est l'œuvre de Dieu. Au lieu de le reproduire, par ma capacité de création, j'enfante un monde autre, encore une fois, que celui qui se donne à vivre. C'est le point de vue de Bergson. Bergson dit, c'est manquer d'ambition et rater le terrain de l'art que de vouloir reproduire la nature. Il dit, Bergson, je le cite, l'artiste doit avoir la prétentieuse ambition de substituer à ce monde un monde autre. Et lorsque Bergson dit l'artiste doit avoir la prétentieuse ambition de substituer, remplacer à ce monde-là un monde autre, mais quel est ce monde autre? Nous avons dit, c'est le monde intérieur de l'artiste lui-même. Ce qui signifie quoi? Que l'art est un langage, que l'art est un moyen de communication. Pourquoi? Parce qu'il permet d'exprimer, il permet d'extérioriser les sentiments et les pensées de l'artiste lui-même. Rappelez-vous Paul Klee, dans une affirmation ayant déjà fait l'objet d'un sujet au baccalauréat, lorsque Paul Klee disait très clairement quoi? Que l'art ne reproduit pas le visible, mais il rend visible. Et lorsque Paul Klee disait l'art ne reproduit pas le visible, mais il rend visible. Qu'est-ce que l'art rend visible? Ce qui s'est dérobé à notre regard. Donc, qu'est-ce que l'art rend visible? Le caché. Qu'est-ce que l'art rend visible? Le dissimulé. Et il retrouve un peu la perspective de notre texte de tout à l'heure, parce que quand il dit l'art ne reproduit pas le visible, mais il rend visible, ça veut dire quoi? Que l'art est un moyen par lequel on peut dire le sens et la signification. On peut montrer ce qui était caché, on pourra, comme il dit, rendre visible ce qui était invisible. Et qu'est-ce qui est invisible? Ce qui s'est dérobé à notre regard. Ça veut dire quoi? Le monde intérieur, mais ça veut dire également la face cachée de la réalité. Et quand nous disons face cachée de la réalité, nous sommes chez André Malraux. C'est Malraux qui disait l'art éclaire la part nocturne du monde. Et lorsque Malraux disait, ancien ministre français de la culture, André Malraux, l'art éclaire la part nocturne. Mais quand il dit la part nocturne du monde, ça veut dire quoi? Il y a une face visible et il y a une face cachée. Et le but de l'art, c'est un coup de projecteur par lequel on éclaire ce qui s'est dérobé à nos regards, ce qu'il appelle la part nocturne du monde. Et cela également, pour rejoindre la perspective de notre texte de tout à l'heure, Henri Bergson, consiste à montrer que oui, le philosophe, comme l'artiste, ils cherchent tous les deux, nous l'avons dit, à découvrir le sens profond de la réalité. Ça veut dire qu'elles ont toutes les deux une même fonction, une fonction métaphysique. Maintenant, l'autre perspective dans les relations entre l'art et la réalité est celle déjà que l'on peut fonder chez les anciens. Quand on dit les anciens avec grand A en philosophie, on est chez Aristote, on est chez Platon. Rappelez-vous chez Platon, sa division du monde en deux instances, le monde sensible et le monde intelligible. Et la condamnation que Platon réservait à l'art était liée au fait que, de toute manière, l'art ne peut que reproduire le monde sensible parce qu'on ne peut pas reproduire une réalité qui ne s'offre pas à nos organes de sens. Et donc, chez Platon, l'art est conçu comme une copie de la réalité. Mais lorsque l'art copie la réalité, Platon en tire la conséquence que c'est une copie de la copie. Parce que ce monde est déjà lui-même une copie du monde intelligible. Quand je le copie, donc c'est une copie. Mais il faut dire une copie de la copie, mais une copie imparfaite d'une copie elle-même déjà imparfaite. C'est pourquoi chez Platon, l'art est deux fois éloigné de la réalité et donc l'art est deux fois imparfait. Une fois éloigné de la réalité parce que le monde sensible copie le monde intelligible, deux fois parce que quand je copie le monde sensible, je copie une copie elle-même de la réalité intelligible. Et il dit l'art est doublement imparfait et en tant qu'il est doublement imparfait, il est rejeté par Platon. Cette idée-là, pour rester toujours dans la littérature qui vous est plus familière, vous la trouvez dans le naturalisme, par exemple, de Émile Zola, qui dit que, de la même manière
que celui qui a une photo reproduit fidèlement le réel, l'écrivain, il doit dans son œuvre reproduire le plus fidèlement possible les problèmes, les difficultés et les contradictions de son milieu. Et donc dans la perspective de Émile Zola, chef de file du naturalisme, l'art devrait reproduire le plus fidèlement possible la réalité. Rappelez-vous Stendhal, cette citation je crois connue de vous et de tous les élèves, contient à dire quoi? Que le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Le miroir, il ne crée pas, il ne fait que refléter. Et donc ici, contrairement à notre première perspective, on assigne à l'art le but d'une reproduction habile et fidèle de la réalité, qu'il s'agisse de la réalité physique, qu'il s'agisse des contradictions qui peuvent traverser un milieu social et culturel. Et donc, cela nous a permis, à travers ce travail de commentaire-là, et en nous appuyant sur le texte de Henri Bergson, d'avoir un exemple d'introduction et maintenant de dégager les différents axes de ce que vous devez retenir au niveau de ce cours sur l'art. Je répète, lorsqu'on vous dit introduction à l'esthétique, l'esthétique n'est pas l'art, l'art n'est pas l'esthétique. L'esthétique est une partie de la philosophie qui réfléchit sur l'art. Qu'est-ce que l'esthétique? La philosophie de l'art, la réflexion philosophique sur la nature de l'art, sur sa finalité, sur ses fonctions. Qu'est-ce que l'art lui-même? Nous nous sommes appuyés sur Hegel, la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Qu'est-ce que le beau lui-même? Difficulté à la définir en rapport avec le fait que les sensibilités esthétiques varient d'un individu à un autre et même d'une culture à une autre, mais avec Kant, nous avons repris sa fameuse définition du beau, mais comme ce qui plaît universellement sans concept. Et les autres axes que vous devez retenir, qui reviennent souvent à votre examen du baccalauréat, c'est la question des rapports entre l'art d'une part et d'autre part la nature. Nous avons envisagé les deux thèses classiques, celle consistant à fonder l'idée que l'artiste n'a pas pour modèle et pour guide la nature, qu'il devrait la contredire, la transgresser pour produire autre chose que ce que dit cette nature. Et la deuxième perspective, celle de Zola, de Platon et d'Aristote, consistant à assigner à l'art une reproduction de ce qui existe déjà.